Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, toute l'actualité en débat avec Jean-Baptiste Duclercq, bonjour, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Stéphane Monson, professeur dans cette même université. Vous êtes tous les deux des publicistes, comme on dit. Oui, oui. Qui ne veut pas dire que vous faites de la publicité. Pas du tout. Mais on pourrait, parce que publiciste, ça veut dire ça aussi, je crois, non ? Mais voilà, nous faisons de la publicité pour notre discipline, bien aimée, le droit public. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Éditeur des éditions Lajoigny. Absolument. Ce qui est comme Gallimard, éditeur des éditions Gallimard. Grasset. Grasset, voilà. Mais les autres n'existent presque plus. Oh ben, Gallimard et Grasset quand même. Gallimard, oui. Ouais. Il y a M. Grasset encore ? Ah non, il n'y a plus M. Grasset. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours un Antoine. Non, vivant, Gallimard. je voulais dire. Voilà. Oui, d'accord. Il y a un Gallimard encore. Voilà. Et Florence Mercadet du barreau de Versailles. Bonjour Patrice. Bonjour, avocate. Donc, quand on dit du barreau, c'est avocate. Non, alors, on a beaucoup de avocate. Oui, absolument. Mais on va parler justement de l'écriture inclusive et de la grammaire inclusive. On en parlera peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'il faut féminiser les mots ? Est-ce qu'il faut ajouter et eux ? Est-ce qu'il faut dire une auteure, une professeure, avocate ? Tout le monde le dit. Oui. Ça gêne personne. Magistrate, tout le monde le dit. Et pourquoi ça gênerait ? Madame la Présidente, tout le monde le dit. Non, mais il y a plein de... Alors, Madame la Présidente, il y en a qui disent mais c'est la femme du président. Bah non. Ce n'est pas la présidente. Non, mais enfin, nous, quand on arrive en chambre correctionnelle, en chambre sociale, c'est une femme qui préside, c'est Madame la Présidente, qui est elle-même présidente. Et vous dites Madame la professeure à l'université ? Si celle-ci le souhaite, oui. Mais certaines de nos collègues se font appeler Madame le professeur. Le professeur, oui. Et on va peut-être commencer par ce débat finalement, puisque on est dessus. Alors, l'écriture inclusive, alors ça a été relancé parce qu'il y a un manuel qui est publié chez Hatier qui met cette écriture inclusive pour les élèves. L'écriture inclusive, ça consiste à donner le masculin et le féminin de chaque, par exemple, les étudiants et les étudiantes, et si on n'écrit pas en entier étudiant, étudianteux, on met une petite parenthèse ou un tiret avec ES, etc. Ah non, pas du tout. Comment ? Non, on ne met pas du tout. C'est bien plus complexe et bien plus ridicule que ça. C'est pas du tout une parenthèse. Les crétins qui ont imaginé ça... les crétines. Les crétines. Les crétins, E-S, enfin, c'est pas des tirets. Ils ont inventé le point du milieu. Ah oui, ça. Oui. Voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont poussé la stupidité jusqu'à demander aux fabricants d'ordinateurs qu'il y ait dans les prochaines machines, sur les claviers, une touche avec le point du milieu. Enfin, la bêtise est sans limite, quoi. Et je sais que vous alliez parler des 300... 14 ? Non, des scandaleux 300 enseignants qui 314 enseignants. 314. C'est scandaleux. Il faut les mettre en prison et oui. Non, mais alors, ils ont apposé la signature d'un manifeste dans lequel ils disent avoir cessé ou s'apprêter à cesser d'enseigner la règle de grammaire résumée en une petite formule connue de tout un chacun. Le masculin l'emporte sur le féminin. Ils disent il n'y a pas de raison. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque, par exemple, où il y avait la règle de la proximité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire les jeunes gens et les jeunes filles sont prêts, si le mot jeune fille était plus proche du verbe, on disait les jeunes gens et les jeunes filles sont prêtes. Mais ça, moi je l'ai connu. Oui, on l'a connu ça. Je crois que mes enfants ont eu à un moment donné dans leur scolarité, cette règle de proximité. Enfin, ça, c'est pas nouveau ça. Quand on voit l'état de déliquescence de l'orthographe, de l'expression des gens en ce moment et des lycéens et des étudiants, c'est une mais bien sûr que si. Je veux dire, au niveau de la compréhension, enfin de l'écriture d'un texte, ça va être au-delà du ridicule. Et puis intellectuellement, c'est grotesque et en plus esthétiquement, ça va être ridicule. Dans un livre, dans un texte, avec ce point, ce tiret, enfin, ce S, ES, le T, enfin, ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Et puis, d'un point de vue légal... Madame Guillenou, qui est une enseignante, qui est une chercheuse, qui est une professeure à l'université de Paris, qui est une linguiste, enfin une spécialiste de l'histoire de la littérature, dit que cette prééminence du masculin sur le féminin, c'est une règle scélérate. Scélérate, mais c'est elle la scélérate. Il n'y a aucune...
ambiguïté là-dessus. En quoi cette règle est à remettre en cause? Il y a quand même une domination. Pourquoi dans les mots il y aurait une domination du masculin sur le féminin? Mais est-ce que ça vous gêne vraiment qu'on dise une grenouille et vous voudriez qu'on dise un grenouille, par exemple? Non, mais pas. On dit un crapaud. Mais qu'il y ait du masculin et du féminin, ça c'est un peu un hasard. Mais pourquoi c'est pas un hasard? On dit bien une sentinelle, alors que ce sont toujours des hommes. Une recrue. Une sage-femme. Une sage-femme. On peut dire un sage-femme. Oui. Il y a des hommes quand c'est un mec. Parce que c'est pas une femme, c'est la renommée, femme. Et puis pourquoi on n'est pas un sage-homme? Il faudrait dire un sage-homme dans ce cas-là. Non, parce que c'est pas. Non. Parce que femme, ça ne vient pas de femme féminin, ça vient de femme, la renommée. La renommée, oui. Comme recette de bonne femme. Voilà. On va faire un cours de linguistique, ça va être formidable. Parce que, quand même, au-delà de la réforme de la langue française, c'est quand même une idéologie particulière qui se glisse derrière ça. Parce qu'il y a un glissement avec cette idée, le masculin l'emporte sur le féminin, qui laisserait entendre qu'il y a une domination masculine sur les femmes. Et c'est ce glissement qui est un petit peu trompeur. Alors, est-ce qu'il faut lutter contre les inégalités hommes-femmes par une transformation de la langue française? Je pense qu'il y a d'autres moyens quand même d'y parvenir. C'est-à-dire qu'il y a en effet deux thèses. Il y a ceux qui disent, notamment Bentolila, qui est un linguiste, qui dit mais c'est un hasard complet. Par exemple, on dit la table et le plafond, mais ça ne veut pas dire que la table est féminine et que le plafond, c'est une sorte de neutre. Oui. Et peu importe, au fond, le genre qui est accordé. Et puis, il y a plutôt les féministes, on va dire, avec notamment Mme Viennot, qui disent non, mais ça a été imposé au XIXe siècle, cette règle de la suprématie. Et c'est vrai que dans l'accord, on accorde avec le masculin et pas avec le féminin. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de raison. Même si les jeunes filles sont plus nombreuses, on accorde avec les jeunes gens. Et bon, il y a quand même une part de domination masculine sur cette règle-là, avec cette règle-là. C'est vrai que ce qu'on m'avait enseigné, mais à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est que ce masculin était l'équivalent du neutre, puisque notre langue il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre dans notre langue, alors que dans d'autres langues, vous le savez, Patrice, oui, l'espagnol, le turc, par exemple, l'anglais, ou l'anglais. Voilà. Donc le masculin est pris pour faire fonction de neutre. Donc, alors soyons précis. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Jean-Baptiste. C'est bien comme ça qu'on entend d'autres priorités. Ouais. Mais alors, c'est très intéressant parce que les débats sur la langue française en France sont des débats, vous avez raison, idéologiques, passionnés. Je ne sais plus qui racontait, enfin c'était je crois pendant quand il y a eu le 11 septembre 2001, je veux dire, il y avait un journal anglais qui m'a dit c'est marrant, tout le monde ne parle que de ça, mais en France on se tripe sur une réforme de l'orthographe ou sur une simplification de l'orthographe. C'est vrai que, par exemple, la simplification de l'orthographe dont on parle depuis longtemps, est-ce que c'est très gênant? Est-ce que c'est très gênant qu'on écrive photo avec un F, par exemple, comme le font les Espagnols Mais oui, c'est très gênant parce que c'est quand même l'orthographe, c'est quand même un minimum de règles qui permet la compréhension des textes. Donc c'est quand même un principe fondateur. Donc après, on peut toujours dire n'importe quoi et dire on s'en fout, fabriquons des centaines d'illettrés, on les parquera, on en fera des veaux absolus et ils n'ont pas besoin de savoir lire, même plus besoin de savoir écrire. On leur donne un clavier avec 4 touches et puis ils diront oui ou non. Mais c'est ça l'idée. Mais oui, on peut toujours écrire en phonétique. Les nénuphars, par exemple, on n'a jamais réussi ici. Maintenant, on peut l'écrire avec un F, je crois. Mais oui, mais on peut dire des mots comme ça. On peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut tout détruire, bien évidemment. Oui, mais c'est des règles. Alors, là, pour le coup, je suis d'accord, on peut être d'accord avec vous, mais je veux dire, le point, les accents circonflexes, etc., c'est arrivé au XVIe siècle parce que les imprimeurs les ont mis sur leur machine, mais ça n'existait pas avant. C'est une complication qui n'a pas de racine grammaticale, si je peux dire. Là, je comprends pas bien. De racine historique, c'est un truc d'imprimeur. Mais il y a 3 minutes, vous nous disiez qu'au XVIe siècle, le masculin ne l'emportait pas sur le féminin et que c'était très bien. Et puis là, maintenant, au XVIe siècle, c'est les imprimeurs qui rajoutent des accents et là, c'est bien. Enfin, là, c'est pas bien non plus. Par exemple, événement, événement prend 2 accents. Oui, alors là, il y a un débat. On peut les mettre suivant les dictionnaires dans les deux sens. Mais si je me souviens bien, pourquoi ça prend 2 accents aigus? C'est parce que les imprimeurs du dictionnaire n'avaient pas d'accent grave au moment de l'écrire. Voilà. Donc,
bon, alors, évidemment, on peut dire que c'est comme ça, on ne peut rien changer, mais je veux dire, la raison pour laquelle c'est comme ça, elle est quand même faible. Oui, mais l'usage est important. Oui, moi, c'est vrai que je me demande si c'est vraiment une question. Pourquoi c'est comme ça? Mais en attendant, c'est comme ça. Et en attendant, on s'arrête au rouge et on passe au vert. Alors, on peut décider qu'on puisse s'arrêter au vert et passer au rouge. Mais sauf que je crois que l'orthographe, c'est aussi à la fois, c'est un code et puis c'est un vecteur de relations interpersonnelles, de relations sociales. Et ça va au-delà de la possibilité de se comprendre. C'est l'un des fondements de ce qui fait qu'une société est constituée ou pas. Enfin, et ce sera après exactement comme il en est de l'élocution, de sa façon de parler, du vocabulaire qu'on emploie. C'est-à-dire qu'on est en train de recréer deux classes. Il y a des gens qui maîtriseront l'orthographe, qui maîtriseront un certain savoir, une façon de s'exprimer. Et puis il y a la plèbe, là, qu'on aura méprisée en disant écrivez nénuphar avec un F ou mettez-en 3, c'est pas grave, c'est joli. Si vous trouvez ça plaisant, ne vous gênez pas. C'est vrai, on est ouvert, etc. Et puis dites une nénuphar, parce que pourquoi le nénuphar serait au masculin? Effectivement, on se demande pourquoi. Donc on aura toute cette population qu'on aura abétie, et puis qui s'exprimera avec 3 ou 4 mots de vocabulaire et 2 ou 3 graphies différentes pour chaque terme. Et de toute façon, voilà, ça suffira pour écrire. Les différenciations sociales ou culturelles, elles existent déjà. C'est pas ça qui les creuserait. Au contraire, c'est des idées. Là, on va les creuser. Parce que je ne peux pas croire un seul instant que dans les très bons lycées et dans les très bonnes familles, dans les très bons milieu, les parents vont dire à leurs enfants mais tu as raison, attends, on s'en fout, écris oignon comme tu veux, écris nénuphar avec 3 oignon, F. Oui, ils voulaient supprimer le IG, non? Il y avait une réforme possible. Enfin, non, c'est une simplification. C'est vrai. Sur chaque mot, il y a une réforme possible. C'est une simplification. Pourquoi oignon, on l'écrit oignon? Mais c'est prendre les gens pour des crétins. C'est-à-dire qu'on dit les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour apprendre une règle, alors supprimons la règle. La façon de prononcer un mot, elle est peut-être aussi importante que la façon dont on l'écrit. Elle peut peut-être même présider à la façon dont on l'écrit. Ben oui, mais renonçons à la langue française et parlons tous anglais. Ce sera plus simple. Change la langue française. Non, mais je veux dire, si la langue française est trop compliquée pour vous, est-ce que la langue française, c'est pas justement un mouvement perpétuel de modification, de changement? Est-ce que c'est pas figé? Mais pas d'appauvrissement, parce que Mais pourquoi appauvrir? Est-ce que c'est appauvrir la langue française d'écrire oignon comme ça se prononce, plutôt que oignon? La réponse est oui. Pourquoi on décrit de Broglie de Broglie? Allez savoir. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec Madame Francette Popinot. Il faut toujours citer Francette Popinot qui dit « La langue n'est pas pour rien dans ce sexisme un peu sourd, véhiculé dans notre société et l'école, avec d'autres institutions. » Oui, Francette, si tu nous regardes, on ne t'embrasse pas. Enfin, moi, je ne t'embrasse pas. Cette idéologie est dangereuse quand même, parce que quand on dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ça peut laisser entendre que... mais que j'exclus les femmes dans la manière dont je vais penser cette phrase, et on sait bien que ce n'est absolument pas le cas. Et c'est là que c'est dangereux, parce qu'on se fait taper sur les doigts alors qu'en nous reprochant quelque chose que... Mais est-ce que ça serait très grave de dire les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit? C'est ridicule. Non, pardon, excusez-moi. Les hommes et les femmes naissent libres et égales en droit. Non, mais on s'en sort plus. Puis homme, ça veut dire qu'il vient de la terre. Donc de ce point de vue-là, les femmes sont aussi les hommes. C'était les hommes et les... Enfin, ça veut dire les hommes. Les hommes, ça veut dire les hommes et les femmes. Et les droits de l'homme, alors. Donc on va encore nous emmerder en disant les droits de l'homme et de la femme. Et ceux des enfants. Encore une fois, je constate une grande proximité intellectuelle entre Jean-Charles Lajoigny et Jean-Michel Blanquer. Ministre de l'Éducation nationale, qui a dit « On ne peut pas instrumentaliser la langue au nom d'une cause, aussi noble soit-elle. Ce n'est pas rendre service aux élèves que de ne pas leur enseigner cette langue telle qu'elle est pratiquée. Je pense qu'en matière... Et telle que les programmes la déterminent. C'est un publiciste qui parle. Et sans parler... Alors, laissons parler les universités. C'est un professeur de droit public. C'est un collègue. C'est un collègue à vous. Voilà. Non, mais je crois que les professeurs et professeuses expliquent que pour enseigner la langue française sur des tout-petits, maternelle et début de primaire avec cette inclusion, était extrêmement compliqué. Il y avait... Oui, c'est vrai. J'entendais... Alors, il y avait un argument qui était intéressant. C'est Bernard Pivot qui disait ça, qui dit, si je dis Colette est d'une des plus grandes écrivaines françaiise, de langue française, il dit c'est peut-être plus restreint que si je dis c'est un des plus grands écrivains. Absolument. Nous sommes d'accord avec Pivot. Avec Pivot.
On est d'accord avec Pivot, avec Blanquer, on est d'accord avec les... Voilà. Vous êtes un peu réaliste. Pour en revenir à votre question du début, je trouve ça totalement scandaleux que 314 enseignants puissent se mettre hors la loi et ne pas respecter les programmes, etc. et décider comme ça. C'est une rébellion à la catalane. En prison. Non, mais le mot est faible, Jean-Charles. Enfin, vous êtes trop dans la nuance. Mais je pense que ça risque aussi d'être dommageable pour leurs élèves, surtout. Oui. Bien sûr. Voilà, d'apprendre une règle différente par rapport à celle qu'on enseigne aux autres. Voilà. Mais un professeur donc peut s'affranchir du programme. Voire une professeure. Oui. Enfin, je ne sais pas. Enfin, pour ce qui nous concerne, c'est nous curieux, sommes pas liés même, par des programmes. Oui, mais pas en ce sens-là, en tout cas. Mais moi, je voulais signaler quand même sur la féminisation des titres ou des qualités. Oui. J'ai passé dans ma prime jeunesse une année à étudier au Québec, et c'est là que j'ai découvert les auteurs les professeurs c'est là aussi que j'ai découvert que les professeurs n'appelaient pas mes camarades étudiantes mademoiselle, mais les appelaient madame, ce que nous faisons maintenant. Mademoiselle a disparu à titre administratif, et moi je le fais depuis assez longtemps, et j'avoue que ce qui m'a marqué dans la société québécoise, c'est en effet si j'ose dire, quelques années d'avance sur la lutte contre le sexisme culturel, le sexisme ordinaire. Alors, la société québécoise vit-elle mieux que la société française? Je n'en sais rien, mais de ce point de vue-là, en tout cas, elle me semble assez en pointe, d'une manière assez efficace, d'ailleurs. La position des femmes dans la société québécoise est assez différente de ce qu'elle peut être encore chez nous. Et en effet, oui, c'est ça. La féminisation est arrivée plus tôt dans le... Avec une société qui, vous le savez évidemment, est extrêmement attachée à la langue française. Oui. Vous circulez en véhicule terrestre à moteur dans les rues de Montréal, il n'y a pas de panneau stop, puisque stop est d'origine... Non, vous circulez en char, mais vous heurtez à des panneaux arrêt, enfin, vous voyez, bon, tout... Donc, voilà, ce rapport aussi entre la langue et la situation d'un groupe social dans la société, elle est quand même aussi importante. De là à donc vous modérez un peu les propos. Non, mais sur la féminisation des titres, etc. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on disait Madame la ministre, tout le monde disait non, Madame le ministre. Aujourd'hui, ça choque plus personne. On dit Madame la ministre. Non. Mais cela dit, c'est vrai, vous parliez tout à l'heure mais l'ambassadrice, c'est quand même l'épouse de l'ambassadeur. Et un ambassadeur féminin, vous lui dites Madame l'ambassadeur et pas l'ambassadrice. Mais ça, c'est encore vrai. C'est encore vrai, mais c'est un peu bête, non? Enfin... oui, parce que, quoique l'ambassadrice, elle a un vrai rôle à jouer aussi, en général. Oui, mais l'ambassadrice pourrait être un ambassadeur. Mais alors, le problème, c'est que je ne sais pas... C'est la femme qui est ambassadrice. C'est que je ne sais pas comment on appelle l'époux de Madame l'ambassadeur. Le mari de Madame l'ambassadrice. Madame l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadrice. Monsieur l'ambassadrice, je ne sais pas. C'est assez amusant. Oui. En tout cas, Madame Viennot, voilà, on lui a demandé si elle était le chef d'orchestre de ce mouvement, et elle a répondu oui, surtout si vous écrivez chef CHE2FE. C'est du lourd. Oui. Donc, alors, il y a beaucoup de sujets, évidemment, cette semaine. Alors, il y a Nicolas Hulot qui est au centre des débats, puisqu'il a renvoyé un peu la transition nucléaire à plus tard, puisque la loi prévoyait la fin, 50% de nucléaire en 2025. Et on s'est rendu compte que si on tenait ces délais, on était obligé de faire plus de pollution, puisqu'il faudrait remettre le charbon, etc., d'autres énergies, puisque les énergies non polluantes ne sont pas encore tout à fait au point. Alors ça pose toujours toujours à chaque fois on pose le problème de Nicolas Hulot. Est-ce qu'il a raison d'être au gouvernement? Est-ce que c'est toujours difficile pour quelqu'un qui représente une cause comme ça et qui a une popularité très forte d'ailleurs dans cette cause, d'être obligé de se confronter à la réalité? Oui, mais il le fait l'éthique de la conviction. Oui, mais moi je trouve qu'on ne peut pas le critiquer là-dessus. Il a été assez logique aussi bien sur le glyphosate où il mène un combat assez efficace. Et là, sur les centrales nucléaires, il a totalement raison. Je veux dire, on va savoir si on veut polluer ou pas polluer. Je veux dire,
il n'y a pour l'instant pas d'autre solution que de conserver cette part du nucléaire dans notre approvisionnement énergétique. Là, c'est juste du bon sens et de l'intelligence. Il n'y a même pas de débat. Qu'après, il y a des écolos qui sont toujours en train de râler. C'est un peu leur rôle, mais lui, il a la responsabilité du gouvernemental et ce qu'il dit est intelligent et absolument incontestable. Enfin, je veux dire, on va pas se passer d'électricité. Il y a un certain nombre de gens qui disent au fond, il trahit la cause des écologistes. Il trahit pas la cause. C'est un militant qui est raisonnable, qui est face aux faits et qui doit assumer le fait que c'est pas possible. Donc, étant en responsabilité, il peut pas venir dire quoi qu'il arrive, on va faire 2025. Il est réaliste. Vraiment, il est réaliste. Il n'y a pas de débat. Et puis il faut arriver aux responsabilités pour connaître la faisabilité des objectifs qui ont été affichés. Donc en arrivant au gouvernement, il s'est rendu compte que... Il n'a jamais d'ailleurs été très idéologique là-dessus, il est plus pragmatique qu'idéologique. Enfin, il l'avait déjà dit au moment du vote de la loi d'ailleurs. Il faudrait voir comment ça se passe dans la réalité. S'il restait purement idéologique et dogmatique, oui, il faudrait qu'il parte. Il ne pourrait pas rester, ça c'est sûr. Non, je crois au contraire que c'est une preuve de courage que de s'inscrire dans le réel. Et puis ça dénote aussi Ségolène Royal, qui avait été aux responsabilités 2 ans plus tôt, n'a finalement pas ne s'est pas donné les moyens d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés. Et je crois que justement l'aider. On veut l'aider, mais lui moins. Et puis ça donne une certaine noblesse justement au courant écologiste, parce que c'est bien que Nicolas Hulot, qui est un écolo, soit responsable et pas un doux rêveur ou un type uniquement dans l'opposition, toujours en train de râler, en train de dire « faudrait faire ceci, faudrait faire cela ». Non, là, c'est juste clair et net. On peut pas, donc on décale et puis c'est tout. Et puis on le dit et on l'explique. Voilà. Et c'est d'autant plus, le message écologiste est d'autant plus crédible qu'il est réaliste. Moi, je trouve qu'il y a eu pendant assez longtemps une arrogance insupportable de la part de certains écologistes. Je pense à Madame Duflot, par exemple, etc. Enfin, c'est pas la seule. Oui. Mais il y a Jadot. Jadot, non. Moi, je le classe plutôt dans les écologistes crédibles. Oui. Crédibles. Oui. Mais c'est toujours ça, c'est toujours ce vieux débat entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité. C'est-à-dire que est-ce qu'on va au bout de ce qu'on croit et quitte à ne pas être réaliste, ou est-ce que quand on est ministre, on a un devoir de responsabilité qui vous engage là, chacun est dans son rôle. Les écolos qui sont à l'extérieur du gouvernement revendiquent, et l'écolo qui est au gouvernement, il gère et il est responsable et il fait le job et plutôt bien. L'Allemagne l'a fait. Ah bon. Oui, mais l'Allemagne pollue beaucoup plus. Mais l'Allemagne pollue. L'Allemagne est l'un des principaux pollueurs européens, sinon le plus... Oui. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que le nucléaire est l'ami des écologistes? Peut-être. L'ami de l'environnement. L'ami objectif. À court terme, oui. À court terme. À court terme, oui. À long terme, c'est moins sûr. Donc il n'y a pas de débat, à votre avis, là. Non, mais sachant en plus le temps que... Non, mais est-ce qu'il va rester... Le problème, c'est ça. C'est au fond, est-ce qu'il y a un moment où, quand on est Nicolas Hulot, avec ce qu'il représente, est-ce qu'il y a un moment où on ne peut plus justement rester dans un gouvernement qui... tourne le dos à un certain nombre d'objectifs écologiques. On sait très bien, Édouard Philippe le dit d'ailleurs très bien, qu'il n'a pas une sensibilité écologique très très forte. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, ça soit sa première sensibilité non plus. Non, mais il n'y a pas non plus de renoncement, enfin en tout cas je ne connais pas de renoncement énorme du gouvernement et d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'écologie. Enfin je veux dire, on ne paraît pas être gouverné par des gens qui se foutent de la planète, ni de la terre, ni de l'air qu'on respire. Au contraire, ils prennent les choses les unes après les autres au moment où il faut les aborder et ils sont responsables et plutôt intelligents là-dessus. Donc il faut arrêter de penser que tout peut se régler d'un coup de baguette magique. Demain, on polluera plus, on roulera plus, on fera plus. Non, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. Et c'est pour ça que je ne vois pas beaucoup de raisons que Hulot s'en aille. Enfin, il est très bien, il est ministre d'État, il fait bien le boulot. Enfin, on ne veut pas pourquoi il démissionne. À peine nommé, on le donnait partant. Oui, c'est ça. Toujours, à chaque fois qu'il y a un ministre comme ça. À la Schwarzenberg. C'est aussi parce que je pense que tous les hommes politiques et tous les précédents premiers ministres et présidents
présidents sont furieux parce qu'ils ont tous essayé d'enrôler Hulot, ils ont tous échoué, et le seul qui a réussi, c'est Macron. Alors, ils sont ivres de rage parce qu'ils disent bah oui, nous on aurait bien aimé, bah oui, mais Macron a su trouver des arguments que visiblement eux n'avaient pas. Et d'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez de justement on pourrait dire qu'il fait un peu partie de la société civile, Hulot. Nicolas Hulot. Les ministres, au fond, qui viennent de la société civile, ils ont l'air de ne pas se débrouiller. Après, il faudrait faire le tri entre les uns et les autres, puisqu'il va y avoir un remaniement bientôt avec le départ de Castaner à la tête de En Marche. Finalement, les ministres qui viennent de la société civile ne sont pas ceux qui se débrouillent le plus mal, semble-t-il. Oui. Moi, j'ai toujours du mal à savoir ce que c'est que la société civile. Qui n'étaient pas des professionnels de la politique. Voilà, oui. Mais ça, il y a des critiques sur le ministre de l'Intérieur, il y a des critiques sur le ministre des Affaires étrangères, qui sont des poids lourds, si je puis dire. Il y a le ministre de l'Éducation nationale, a priori comme ça. Enfin, c'est plutôt un sans faute. Oui. Le ministre du Travail. Le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux. Qui est également une collègue. Voilà. Qui est aussi une publiciste. Voilà, voyez. Mettez des publicistes partout, même là où ils ne connaissent rien. Mais surtout. Encore que... La ministre de la Santé. La ministre de la Santé, qui est un médecin, là, pour le coup. Mais là, et la ministre de l'Agriculture a eu le prix Goncourt, donc... Oui. Elle a raflé 3 prix sur 4, oui. Oui, c'est... Normal, ça va, en tant qu'éditeur, ça vous interpelle ou pas? Ben non, je peux... Il y a un truc ou il y a... Non, je pense qu'il n'y a pas de truc, c'est une... Rappelons quelle est la fondatrice, enfin la présidente d'Actes Sud. D'Actes Sud, voilà. Actes Sud a eu le prix Goncourt. Voilà. Avec et puis quelques autres prix. Mais c'est une très très bonne maison d'édition, donc non, il n'y a pas de... c'est pas plus truqué cette année que ça n'aurait pu l'être avant, ni plus ni moins. Enfin voilà, c'est des prix Est-ce que vous pensez que quand on est juré, par exemple, Goncourt, c'est une question qu'on se pose, est-ce que ça aurait pu être un argument contre le livre qui a été primé? Oui, c'est quelques mauvais esprits. On se dit, attention, si on le donne à Actes Sud, on va nous dire qu'on est inféodé. Oui, mais il y a aussi des gens qui parcourent Paris en disant c'est vrai qu'après, au dernier tour, entre deux, on dit il y en a un chez Actes Sud et puis l'autre qui n'est pas chez Actes Sud, pourquoi pas si on le donnait à Actes Sud. Donc on peut penser les deux. Après, non, ça reste des bouquins pas très passionnants sur le thème qu'ils abordent. Enfin, c'est un peu inquiétant que les écrivains s'occupent plus du nazisme et de l'histoire que de ce qui se passe en ce moment. C'est une question que je veux vous poser, qui est une question intéressante. Si on regarde au fond les prix littéraires, on a l'impression que le roman évolue de plus en plus vers la biographie et l'histoire, plutôt que vers l'invention et la fiction proprement dite. Et le Renaudot, comme le Goncourt, récompense deux livres sur Joseph Mengele, l'autre sur la montée du nazisme, qui sont presque des livres d'histoire. Moi, ou des biographies. J'ai surtout l'impression que les auteurs se refusent d'aborder les thèmes quasiment d'actualité. Alors c'est bien que le romancier, c'est pas non plus être journaliste. Génada Lasserre, qui a eu le prix féminin, qui est un très bon livre aussi, raconte un crime qui a eu lieu en 1942, qui est un crime réel, avec un personnage réel qui ensuite a été un tous ces écrivains paraissent totalement déconnectés de la réalité de la société actuelle, etc. Donc, et ça veut dire quoi? Je trouve ça curieux de s'intéresser que ce qui s'est passé à l'époque du nazisme, enfin le prix Goncourt qui nous raconte comment les industriels allemands ont joué la carte d'Hitler dès le départ. Enfin, quelle nouvelle, enfin, comme si on ne le savait pas. Enfin, qu'est-ce qu'on apprend là? Non, mais c'est plus l'objet. Ça pourrait être plus l'objet d'un livre d'histoire. Oui, tout à fait. Un livre d'histoire que d'un roman. Voilà, tout à fait. Oui. Que les romanciers nous parlent d'amour, Jean-Charles, en résumé. Oui, enfin, il y a tout à fait, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer par ici. Regardez Aurélien, par exemple, d'Aragon, on peut parler d'amour et de... Oui. Et de l'après-guerre, etc. Les grands romans, généralement, mêlent les deux, non? Grandes histoires d'amour des capitaines d'industrie de l'Allemagne de 1933. Oui. Voilà. Non, mais je sais pas, c'est une dérive, enfin, c'est une tendance, en tout cas, assez intéressante, enfin, il me semble, dans la littérature. Je préférais qu'un prix Goncourt qui s'intéresse un peu à ce qui s'est passé, je sais pas, soit le 11 septembre, soit au Bataclan, enfin, voilà, qu'on sache un petit peu ce que tous ces gens peuvent penser, imaginer de la société actuelle. Là, pas du tout.
tout. Non, on est à Berlin en 1933, très bien. Bon, je veux dire, pour Paris 2015, on attendra un siècle pour qu'on nous en parle, je ne sais pas. Peut-être un roman sur les Jeux Olympiques en 2024. Non, mais je trouve ça curieux. Ouais. Et ben justement, puisque vous parliez du Bataclan, on peut aborder la question du verdict et du procès d'Abdelkader Merah, donc défendu par maître Dupond-Moretti, grand pénaliste, grand avocat d'assises, enfin en tout cas. Je passe sous votre contrôle. Donc Abdelkader Merah a été condamné, mais acquitté du chef principal d'accusation, qui était celui de complicité avec son frère. Alors, je pense que les juristes sont à peu près d'accord avec une décision comme celle-là, même si l'opinion peut la comprendre difficilement. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Le sujet des juristes, c'est l'application stricte de la loi. Et en l'espèce, la complicité, la notion de complicité au sens pénal ne tenait absolument pas, puisqu'il n'y avait pas de fait de complicité de la part de Merah à l'égard de son frère. Alors c'est quoi des faits de complicité ? Il faut participation active. Absolument, il faut une participation active à la commission du crime, avec une intention. Le fait de l'aider à voler un scooter avec lequel il va commettre des crimes, il faut prouver. Alors, il peut être complice du vol du scooter, mais pas complice de la tuerie, dès lors qu'il n'avait pas connaissance, et il n'est pas rapporté la preuve de la connaissance de ce que ce scooter va servir à l'accomplissement de ce crime. Donc il n'y a pas de participation active comme un complice, et il n'y a pas d'intention. Et le fait d'avoir des paroles, enfin mais ça c'est autre chose. Alors les paroles, c'est moins dangereux. Ah non, mais les paroles, ce qu'il disait, c'était autre chose. Il n'était pas en train, sur la complicité, s'il avait dit dans ses paroles, on a volé ce scooter et c'était pour tuer des gens sans nommer telle ou telle personne à tel ou tel endroit, mais c'est pas ça qu'il a dit. Lui, il a tout le temps dit au travers du procès qu'il refusait les règles de notre démocratie, les règles républicaines, et que il était, il donnait des arguments très, très radicalisés qu'il revendiquait. Mais alors après, on est sur un autre débat qui peut être un débat moral. Et de alors, dire, attendez, pour l'instant, on est sur le pur plan juridique. Peut-être un petit débat entre vous et Jean-Baptiste Declercq. Alors là, on est encore dans le droit sur la notion de complicité, puis après, on abordera peut-être le problème de savoir est-ce que ce droit-là doit s'appliquer ou pas. Il faut juste rappeler qu'au départ, il était poursuivi uniquement sur la complicité, et postérieurement, ils ont rajouté l'association de malfaiteurs. Voilà. Il a été condamné. Parce qu'il savait qu'en laissant uniquement la complicité, il y avait un vrai problème de droit. Absolument. Alors l'association de malfaiteurs, dont Dupond-Moretti dit que les juristes disent que c'est un fourre-tout. Absolument. Oui, c'est un fourre-tout. Jean-Baptiste Declercq, sur la notion de complicité, justement. Oui, parce qu'en matière juridique, il faut distinguer entre les textes, entre les faits, et il y a aussi la qualification juridique des faits. Alors, sur les textes, effectivement, il y a une distinction entre association de malfaiteurs et complicité d'assassinat, qui, pour schématiser, veut que, dans le premier cas, il y ait une sorte d'adhésion sur l'entreprise terroriste qui a été conduite par Mohamed Merah. Ça, c'est la complicité. Ça, c'est plutôt... Non, c'est l'association de malfaiteurs. D'accord. Alors que sur la complicité d'assassinat, il faut qu'on aille un petit peu plus loin, mais la différence est quand même ténue. Il faut qu'il y ait un acte positif qui puisse être un acte matériel ou un acte immatériel. Donc, toute la question est ensuite sur la qualification juridique des faits. À partir du moment où Abdelkader Merah a participé au vol du scooter T-Max, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a là un acte matériel positif ? Alors il faudrait encore, il est vrai, pouvoir démontrer qu'il a dans cette intention... Enfin, il savait qu'en volant ce scooter, celui-ci allait être utilisé pour commettre l'attentat terroriste, mais enfin, on peut quand même en discuter. Et puis, ça peut être aussi une dimension immatérielle. Il faut qu'il y ait, je crois, un ordre qui a été donné, une emprise exercée sur le frère, une intention. Donc, c'est vrai qu'on peut piocher dans les éléments du premier chef d'inculpation qui est l'association de malfaiteurs, pour dire qu'effectivement, à partir du moment où il cautionne les actes qui ont été commis par son frère, est-ce que ça n'enrichit pas ? Donc, est-ce que la distinction juridique n'est elle-même pas un petit peu ambiguë. Donc, il est vrai que le débat n'est pas aussi simple. Mais il faut rappeler aussi que l'autre qui était dans le box, Malki, avait quand même fourni les armes
et n'a pas été condamné non plus pour complicité, alors qu'il avait fourni des armes. Il disait, mais moi, si j'avais su que ces armes allaient servir à tuer des gens dans ces conditions-là, jamais je n'aurais vendu les armes. Et même les armes, et c'est encore plus grave. Parce qu'entre voler un scooter et fournir des armes... Il était moins condamné, il était condamné à 14 ans, je crois. Oui, il a été condamné à 14 à 14 ans. Mais dans l'esprit, fournir des armes, on se dit, pourquoi pas la complicité, parce que c'est encore plus fort. Un mot juridique avant de vous laisser la parole. En cour d'assises, c'est de l'intime conviction, même quand ce sont des magistrats professionnels. Oui. Donc, on n'a même pas besoin de justifier, de motiver une décision, même s'il avait condamné pour complicité. Là, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a attendu longtemps le jugement entre le moment où la Cour a commencé à lire son arrêt. Ils ont extrêmement motivé pour le peuple, en fait, pour nous, pour que les gens puissent comprendre pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Absolument. Mais il est rare qu'il y ait des motivations de cet ordre-là. C'est bien parce que c'est des magistrats professionnels. Voilà. Mais c'était une cour d'assises spéciale avec des magistrats. Et on peut penser que s'il y avait été une cour d'assises avec un jury populaire, l'arrêt n'aurait peut-être pas été. Je pense que les magistrats professionnels qui font partie de la cour d'assises auraient quand même motivé sur un cas aussi complexe. Et effectivement, en cour d'assises, on juge avec son intime conviction. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé, normalement, on n'est pas obligé de s'expliquer. Et là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont bien fait de le faire. Jean-Charles, pardon. Non, Jean-Baptiste. Je vais fournir un mot rapide sur la distinction entre association malfaiteur et complicité d'assassinat. Même si la nuance est ténue, je crois qu'elle est éminemment importante dans notre démocratie, puisque, alors, si on prend pour vrai la décision qui a été rendue par la Cour, je crois qu'il y a énormément d'Abdelkader Merah et un peu moins, et c'est heureux, de Mohamed Merah. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, dans notre société, beaucoup de gens qui sont d'accord avec les actes commis par les terroristes. On le voit notamment avec les publications encore de Charlie Hebdo, où on a beaucoup de gens qui sur les réseaux sociaux disent qu'ils doivent avoir la mort, qu'ils souhaitent que des terroristes puissent refaire ce qui a déjà été fait. Et donc finalement beaucoup d'Abdelkader Merah, c'est-à-dire qui sont complètement d'accord et qui souscrivent parfaitement à ce qui est fait, mais qui ne sont pas forcément des gens, même si on va pouvoir basculer, qui vont passer à l'acte, ou qui vont fournir des armes, ou qui vont aider à la commission d'un acte criminel. Mais alors après, justement, peut-être on va aborder ce problème, parce que d'une manière plus morale, alors moins juridique, est-ce que justement ces propos favorables ne font pas un creuset qui permet à des gens de passer à l'acte, ou qui les incite à passer à l'acte? C'est pénalement aussi répréhensible que de répandre de tels propos. Tout à fait, appelant au meurtre. Condamné à 20 ans quand même, mais maintenant 30 ans. Maintenant 30 ans. Oui. Abdelkader Merah, a été condamné à 20 ans. Oui, mais parce que c'était le maximum à l'époque. Maintenant, c'est 30 ans. Jean-Charles, ça a été réformé après. Oui, mais moi je suis ravi de toutes ces explications, et je pense qu'effectivement, d'un point de vue purement juridique, il n'y a pas de critique à apporter. Effectivement, il y a sûrement une compréhension très, très compliquée de la part de, comme le dit Florence, du peuple, qui s'étonne un peu que ce type, qui est quand même assez peu sympathique, s'en sorte finalement assez bien. On comprend effectivement assez mal que l'autre qui était condamné à 14 ans, qui dit oui, j'ai donné une arme, je ne savais pas. Enfin, il n'a pas eu la même attitude, parce qu'il s'est excusé, parce qu'il avait des regrets, parce que oui. Alors, vrai, pas vrai, voilà. Mais pour autant, il n'a pas eu la même attitude du tout. C'est quand même curieux de donner une arme à quelqu'un dont je ne savais pas qu'il allait s'en servir. Est-ce qu'il pensait vraiment que c'était pour décorer le mur de la chambre de Merah? Voilà, ça ce sont des choses un peu curieuses. Après, ce qui va être intéressant, c'est le procès en appel, parce que effectivement, est-ce qu'il y aura d'autres arguments défendus? Et je pense qu'effectivement, il y aura besoin de ce procès pour que tout le monde comprenne bien. La vraie question, elle est de savoir, est-ce que face au terrorisme, qui est une sorte, on parle souvent de guerre, etc., est-ce que c'est le même droit qui doit s'appliquer que le droit qui s'applique de façon... Alors, vous me direz, c'est une cour d'assises spéciale, c'est déjà pas la même chose. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas le droit d'une démocratie, ça ne devient pas le droit d'un pays faible par rapport à une attaque qui est celle comme une attaque comme le terrorisme? Non, au contraire, je trouve que la faiblesse, ce serait d'enfreindre le loi. C'est ce que dit Dupond-Moretti, mais est-ce que la faiblesse, ce ne serait pas de condamner très fermement... La fermeté, ça ne serait pas de condamner fermement? Mais non,
pense que Moi, c'est je veux ça bien. qu'ils attendent. Ça me paraît toujours. Ils attendent qu'on soit en défaut. Ouais, ça me paraît toujours un peu ambigu de dire la faiblesse, c'est de ne pas condamner. Mais refaites des lois sur la notion de complicité en matière de terrorisme. Ce serait de le passer au peloton d'exécution. Oui. Voilà. Mais oui, c'est un joli paradoxe, mais c'est un paradoxe. Non, mais moi je suis assez d'accord avec nos amis. Je trouve qu'effectivement, c'est bien que le droit soit appliqué et que si on commence à avoir des différentes juridictions en disant ça c'est du terror, enfin des différentes façons de juger, de rendre la justice, ça serait quand même très inquiétant. C'est le propre de la démocratie, c'est quand même qu'on arrive à respecter ça, et qu'on arrive à faire abstraction simplement de l'opinion publique et de tout ce qu'on peut penser. En revanche, notre démocratie s'honorerait que ce type fasse vraiment 20 ans de prison. Ça, on peut espérer que... voilà, alors que en fait, la condamnation... Il y a 14 ans de peine incompressible. Incompressible. Après, il peut aller jusqu'à... Quand c'est 14 ans de peine incompressible, généralement, on ne fait pas 20 ans. Mais... D'abord, et puis ensuite, même toute peine incompressible peut être révisée. Enfin, je veux dire, ça s'est vu très souvent. Donc, peine incompressible, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Donc, non, si, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés des peines incompressibles qui n'ont pas fait la durée incompressible. Des exemples. Je reviens quand même à ce que disait un peu Jean-Baptiste tout à l'heure, mais quelqu'un qui prononce des mots comme a prononcé Abdelkader Merah, est-ce que c'est pas aussi dangereux que de fournir des armes ? C'est bien pire. Et donc, est-ce que c'est pas une complicité très forte dans ce cas-là ? Est-ce que c'est pas une notion Non, c'est moins dangereux parce qu'on fait pas toujours ce qu'on dit. Heureusement. Oui, mais on n'est pas. Quand on fait le paradoxe, c'est de ne pas condamner. La force, c'est de ne pas condamner. Donc. Mais alors que les terroristes font ce qu'ils font sans le dire, parce que justement, s'ils le disaient, ils seraient appréhendés. C'est vrai. Mais je crois surtout que sur le débat entre terrorisme et démocratie, il faut quand même reconnaître que le terrorisme contribue à diminuer très largement nos droits et libertés, et c'est heureux que ce soit le cas. Pourquoi ? Parce que la lutte contre le terrorisme implique un renoncement à certains de nos droits et de nos libertés, et donc à des logiques préventives en termes de perquisition administrative qui sont absolument nécessaires, puisque là, sur le procès Merah, on se trouve finalement sur le volet répressif, mais on se rend bien compte que finalement, une fois que les choses ont été faites, le terroriste est mort, et puis les victimes sont mortes. Donc finalement, on se retourne un petit peu vers ce Abdelkader Merah, mais je crois que l'enjeu est surtout au niveau préventif. Et c'est à ce stade-là, effectivement, que nous rognons sur nos droits de liberté pour faire qu'on puisse appréhender les terroristes avant qu'ils puissent commettre l'irréparable. Et alors, je reviens d'un mot à Didier. Heureusement, il va y avoir un appel. Est-ce que c'est bien qu'il y ait un appel pour ce genre de procès ? Oui. Je vois pas plutôt. Oui. Je trouve que c'est une horreur pour les familles des victimes. Absolument. Non, mais c'est ça, 2 ans de plus, c'est terrible. C'est partout. Je veux dire, dans tous les crimes, dans tous les délits, tout le monde doit supporter la lenteur de. Le problème, c'est la lenteur de la justice. Ça va être le délai entre le prononcé de l'arrêt de la cour d'assises et voilà, il y a déjà eu 5 ans et là, il va y avoir 2 ans. Au moins 2 ans. Au moins 2 ans, puisqu'il y a 150 dossiers qui sont dans cette section antiterroriste avec pas suffisamment de juges. Donc ils disent, nous, on ne peut pas aller plus vite que la musique par rapport à la masse de dossiers que l'on a. Et alors, ce qui est terrible, c'est que tout le monde s'essouffle dans ces procédures. Et ce qui veut dire que dans 2 ans, je pense, ou 1 an et demi, quand ça reviendra, on n'aura pas le même débat, il n'y aura pas le même étalage journalistique, je pense, et puis les familles seront fatiguées, et ce ne sera pas la même intensité. Oui, c'est très dur, je pense, pour les difficile, victimes, mais c'est très difficile pour tout le monde. Et pour les témoins, enfin bon, de recommencer à zéro. Et je crois que souvent on voit ça dans les procès en appel, où ça va plus vite, ça va peut-être pas durer 5 semaines, ça va aller peut-être plus vite, il va y avoir moins d'intensité, moins de... Bon, mais c'est vrai que pour les victimes, c'est terrible. C'est dur. C'est dur, oui. Remuer le couteau dans la plaie. Il y avait d'ailleurs une proposition qui a été faite par 2 avocats pour aller plus vite en matière judiciaire, puisqu'on manque de magistrats et que les délais sont très longs, c'est de restreindre énormément, alors il ne parlait pas de cour d'assises, mais la possibilité d'appel à des questions de droit, à des questions d'avoir beaucoup moins d'appels, ce qui est évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'appels une grande majorité des décisions sont confirmées en appel, c'est souvent dilatoire, c'est souvent pour gagner du temps, c'est souvent pour des raisons de procédure. Déjà, je pense que s'ils mettaient l'exécution
provisoire systématique sur tous les jugements, et que il y aurait moins les jugements soient exécutés dès leur prononcé, et que l'appel ne soit pas suspensif. Absolument. Si déjà il y avait cela, même si ça peut paraître des fois injuste quand un jugement... qui n'est pas bon, bon. Non, mais on peut avoir un jugement aussi, au-delà du fait qu'on puisse se dire que c'est un mauvais jugement, on peut avoir aussi un jugement parfaitement injuste. Donc c'est vrai quand il y a des sommes importantes en jeu, du coup faire une exécution provisoire, mais peut-être avec un séquestre sur la caisse des dépôts, s'il y a des paiements, des choses comme ça, peut-être pas forcément. Parce que moi j'ai eu des dossiers où mauvais jugement et on gagne en appel, avec des sommes importantes qui ont été données. Alors bon, moi je fais du droit du travail, donc côté plutôt employeur, avec des sommes importantes données aux salariés, où on n'arrive pas à récupérer les fonds parce qu'ils ont été dilapidés et que la personne a tout dépensé, quoi. Et c'est des sommes des fois importantes. Oui, c'est vrai que si c'était exécutoire, il faudrait pouvoir prendre la précaution. Au cas où l'appel serait... Exactement, au cas où l'appel irait dans l'autre sens. Mais il y a aussi parfois des bons jugements en première instance et des mauvais jugements en appel. Ça peut arriver en effet. Mais peut-être que la systématisation de l'appel est une des choses qui ont... C'est pas systématique, Patrice. Enfin, pour ce que je connais un peu moins mal devant les juridictions administratives, par exemple. Non, il parlait plutôt des juridictions d'instance, de grande instance. Voilà, 80% des jugements rendus par les tribunaux administratifs sont définitifs. Oui, mais il y a des délais. Oui, mais c'est sans doute beaucoup moins vrai. Non, ça c'est bien arrangé. Enfin, c'est toujours insupportable. Il y a des délais insupportables pour arriver à la décision du tribunal administratif. C'est moins d'1 an maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'appels dans les tribunaux de grande instance. Puis le volume des affaires. Et le volume est plus fort. Cela dit, en appel, on voit mal le frère Mera avoir une peine plus légère quand même. Donc, d'ailleurs, c'est le parquet qui a fait appel. Pour l'instant, la défense n'a rien dit. De toute façon, le premier qui a fait appel, c'est Malky. Malky a fait appel le premier. Oui. Ensuite, le parquet a fait appel et puis Mera a fait appel derrière. Vous voulez dire un mot des Paradise Papers ou pas? Non. Il y a quelque chose à dire. Des Paradise Papers peut-être. Paradise Papers. Des Paradise Papers. Non, mais parce qu'on parle de morale et de droit, on s'aperçoit au fond qu'une optimisation fiscale, et les noms des gens qui ont participé sont parus dans la presse, mais au fond, il n'y a pas d'illégalité. Ça dépend à quel stade, parce qu'on peut ne pas avoir d'illégalité sur l'opération qui est découverte à l'île de Man ou ailleurs, mais après, effectivement, d'où vient l'argent. Celles qui sont dénoncées dans les journaux, en tout cas. Oui, mais il faut remonter un peu plus en amont, et ça, c'est très, très compliqué. Au niveau judiciaire, je pense que les juges... Il faudrait avoir une juridiction internationale, comme là, il y a un regroupement de journalistes internationaux qui ont pu mener l'enquête. Il faudrait qu'il y ait une juridiction internationale avec des juges qui mutualisent leurs moyens, parce qu'un pauvre juge dans son bureau... Il faudrait que les droits fiscaux soient les mêmes un peu partout, non? Surtout. Oui, déjà en Europe, on n'a pas les mêmes... Déjà en Europe, on a du mal. On n'a même pas la même fiscalité. Oui. Mais donc, ce qui est un peu aberrant, c'est que tout ce dont on parle est absolument légal. En fait. Pour le moment. Oui, avant que la loi change, mais enfin bon, pour l'instant, je veux dire, il n'y a rien d'illégal à mettre son argent à l'île de Man ou aux Pays-Bas. Mais ça, c'est une autre question. Si l'argent est acquis frauduleusement, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, placer de l'argent dans un pays d'Europe qui a des conventions fiscales plus avantageuses, c'est logique. Quand tous les Français vont mettre de l'argent sur leur livret de caisse d'épargne, qu'est-ce que c'est d'autre que de l'optimisation fiscale? Mais est-ce que... Mais le principe est le même. On optimise fiscalement. Oui, non, mais alors, est-ce que c'est de l'optimisation que de se dire je vais aller faire construire mon bateau de 101 mètres et le mettre à l'île de Man pour ne pas payer de la TVA et finalement frauder de la TVA. Donc quelque part, il y a... Alors après, c'est plus moral que légal, on est d'accord. Oui, donc moralement, parce que tous les gens qui se sont fait dénoncer, parce que il y a quand même ce côté un peu désagréable. Moi, j'aime pas trop cette vague de dénonciation. On balance des noms. Non, mais c'est après. Vous avez aimé Balance ton porc. Maintenant, vous allez adorer Balance ton évadé fiscal. C'est exactement ça. Donc on est dans une époque qui est un peu sale, je trouve. On balance des noms sans savoir. Les gens s'en repaissent. Alors tous les matins, on sort un cinéaste. Et en même temps, est-ce que ce ne sont pas à peu près les mêmes gens qui disent « Ah, mais on paye trop d'impôts en France » oui, mais je veux dire... L'intérêt, c'est logique. Hein. Oui, c'est trop qu'ils font d'impôts, ils essayent d'en payer moins. Des moyens pour en payer moins. Mais
Il y a quand même un fossé qui se creuse entre les très riches et les autres. Ça fait, tout cela, plus ça va et plus ça se creuse. Et puis il y a en même temps une forme de cynisme aussi. De cynisme, oui, absolument. Je ne dis pas qu'il faut s'évanouir et grimper le long des murs face à tout cela. Il y a évidemment des choses à faire pour essayer de combler plus ou moins ce fossé, mais là c'est vrai que cette forme de cynisme qui consiste à dire de toute façon j'ai le droit et puis en clair je fais ce que je veux et je vous aime. Bon, c'est un peu cela, le ton qui est utilisé, y compris par certains élus. Je voyais sur Public Sénat un sénateur, ancien ministre, qui tenait à peu près ce genre de propos, qui est un peu choquant, disons. Oui, quand même. Après que l'Europe fasse son boulot et que l'Europe accouche d'une uniformisation fiscale, ce sera vraiment intéressant. Il y a des réticences de pays parce que le problème c'est qu'il n'y a pas d'intérêt commun en Europe. Donc c'est des intérêts nationaux et les intérêts nationaux ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre en Europe. C'est ça notre problème aussi. C'est le problème de l'Europe. Et voilà. Et oui, l'augmentation de la recrudescence, Jean-Charles. Mais maintenant que M. Macron est en une de Time, comme le futur patron de l'Europe. Avec une petite astérix qui dit à condition qu'il arrive à gérer la France. Ce qui est quand même très, très drôle. Alors, on va parler de droit. Du Conseil d'État. Nous ne l'avons jamais fait. De Conseil d'État. Puisque le Conseil d'État, vous savez, ça s'est passé à Ploermel, c'est en Bretagne, où il y avait une statue de Jean-Paul II surmontée d'une croix. Et le Conseil d'État, au nom de la laïcité, a ordonné le retrait de cette croix. Alors, on peut l'aborder de manière juridique, c'est un débat entre la laïcité, sur la laïcité. On peut l'aborder de manière juridique ou de manière politique ou morale. Alors, juridiquement, d'abord, peut-être, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder l'arrêt, mais... C'est juridiquement une solution attendue, puisque la loi de 1905 est très claire sur ce terrain. Elle dit qu'il est interdit d'apposer des signes religieux sur l'espace public. Donc là, il y avait effectivement une croix en plus de 7,5 mètres, donc on ne pouvait pas s'y tromper. La statue, mais la croix est assez petite. La croix surplombe. Oui, la croix surplombe, oui. Oui, la statue fait 7,50 mètres. Je crois que c'était la croix. Non, il y a une statue de Jean-Paul II et la croix dessus qui est... Oui, elle n'est pas énorme. Mais une croix quand même. Et donc, évidemment, la loi de 1905 s'applique et il y a... Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Et donc, l'interdiction était attendue. Donc, la question, elle se pose plutôt sur le terrain, sur finalement l'opportunité de modifier ou pas la loi de 1905 sur ce point. Finalement, oui, mais alors dans ce cas-là, moi, là où j'ai un problème de logique, c'est que pas de problème pour supprimer effectivement la croix dès lors qu'elle est sur un endroit public, mais dans ce cas-là, il faut supprimer l'ensemble du monument parce que c'est un tout. Il faut enlever Jean-Paul II aussi. Oui. Non, mais on peut considérer que Jean-Paul II est un chef d'État, ce qu'il était. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il est présenté. Avec une croix au-dessus, non. Non. Évidemment. Mais Jean-Baptiste a raison en disant que la loi de décembre 1905 interdit, à partir du moment où elle entre en vigueur, d'apposer des croix, alors sauf sur les sépultures. Il y a eu une affaire aussi relative à l'implantation d'une croix sur le portail d'un cimetière. La commune avait remis cette croix alors qu'elle en avait été enlevée et les opposants ont été déboutés devant le juge administratif qui a dit mais il y avait une croix avant 1905, donc le maire a dû la replacer là où elle était. Et puis sur les édifices religieux évidemment ou historiques. Mais là, on peut considérer que cette statue sans la croix est un hommage à un personnage historique et à un chef d'État. Voilà. Que va-t-on faire des calvaires alors les calvaires font partie des édifices du culte, sont rattachés aux édifices du culte. Donc ça, absolument. Ça, vous n'allez pas nous les raser. Non. Donc, de même que les croix dans les cimetières. Enfin, exactement. Votre bonté vous honore. Mais vous savez, la loi de 1905 n'est pas une loi, n'est pas une loi aussi stricte que vous le pensez. C'est une loi d'apaisement avant tout. Oui, absolument. Oui. Une loi d'apaisement. Les gens qui s'en servent à Tire-Larigot en ce moment sont quand même, pour moi, c'est les idiots utiles de l'islamisme. On est vraiment. Non, mais on est vraiment. Non, alors justement, il y a des gens qui posent de politique absolument aberrante. Il y a des gens qui posent la question des racines chrétiennes, notamment de la Bretagne. Mais c'est même pas une question.
C'est une réalité. C'est une réalité partielle, et c'est ça qui est gênant. Parlons aussi des racines que notre civilisation plonge dans la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle, dans la civilisation celte, que sais-je encore. Enfin, les racines chrétiennes. Et la République aussi, d'une certaine façon. J'ai l'impression que jusqu'à il y a quelques années, il y a quand même plus d'églises et de cathédrales que de mosquées en France. Donc, mais c'est pas le sujet. Non, mais il ne s'agit pas de... hors sujet. Quand on en vient à nier les racines chrétiennes de la France, je trouve ça curieux. Mais si, vous venez de dire qu'en disant ça se discute. Mais non, ça se discute pas après. C'est l'espace public, c'est la question de l'espace public. Personne ne les nie. Le débat a eu lieu pour les crèches. Faire une crèche sur une place publique, pourquoi pas? Dans une mairie, non. C'est tout. Pourquoi pas? Et quand il y a des prières de rue, est-ce que s'il y a des prières de rue, c'est qu'il n'y a pas assez de salles de prière. Que dit le Conseil d'État? Ah oui, ça vous dégagez en touche. Mais non, je ne dégage pas en touche. Parce que ce sont les mêmes élus qui interdisent la construction de mosquées ou la location de salles de prière et qui sont ensuite critiques vis-à-vis des prières de rue. S'il y a des prières de rue, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour l'exercice du culte. Votre rite laïque, là, s'arrête. Non, c'est pas ça. La laïcité, c'est aussi la liberté pour chacun de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. C'est ouvert, c'est pas fermé, la laïcité. Non, mais alors, laissons cette croix là où elle est. Mais non. De toute façon, le maire a refusé et a annoncé qu'il ne retirerait pas cette croix. Le maire donne l'exemple. Un élu qui respecte bien les décisions de justice rendues au nom du peuple français. Tout à l'heure, on avait 314 enseignants qui se moquent de. Eh bien, ça fait 315 avec le maire. Donc nous sommes vraiment et c'est sur ce chiffre que nous allons nous quitter avec regret. Mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de PAF. Merci à tous de nous avoir suivis.